Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire fait par Épargne salariale et Groupe Amadoc, donc sur l'actualité de l'épargne salariale. On va parler d'intéressement, on va parler de primes exceptionnelles. Enfin, je vais vous montrer le sommaire tout à l'heure. J'espère que vous allez bien tous, que vous êtes tous en bonne santé, que le retour à une activité normale après cette période un peu délicate se passe bien. Alors, comme je le vous disais, nous vous accueillons en partenariat avec Groupe Amadoc et ces trois référents de protection sociale qui sont, que vous voyez à l'écran, Cyril Couder, Philippe Roch et Rémi Labarsouk, et à l'invitation bien sûr des réseaux commerciaux de la caisse locale, des réseaux entreprises, des réseaux artisans commerçants et aussi du marché agricole. Je serai accompagné pour la présentation de Cécile Villemain, qui est à mes côtés, qui est notre responsable du pôle expertise de Groupe Épargne salariale. Et moi, donc, je suis Thierry Dumontour, en responsable donc, de développement des réseaux pour Groupama Épargne salariale et plus particulièrement pour la caisse régionale de Groupama Doc. Alors voilà le sommaire de l'intervention. Donc on va essayer de faire un format qui ne devrait pas excéder une demi-heure, trois quarts d'heure afin que vous puissiez poser vos questions. En termes d'organisation, ce que je vous propose, c'est que vous avez un petit onglet qui vous sert à poser des questions. Nous, on les reçoit. Et à la fin de la présentation, comme vos micros sont coupés, vous ne pouvez pas intervenir. Écoutez, on fera un point sur les questions que vous aurez pu poser donc, sur le chat. Cécile y répondra. Juste à la fin. On a prévu un moment d'échange pour ça, histoire de ne pas vous prendre trop de temps. Donc, on va faire un retour sur un petit peu la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la prime PEPA, comme on l'appelle, et ce qui a changé avec la crise du coronavirus. On verra ensuite le versement des primes d'intéressement et de participation, ce qui a changé aussi. Il y a eu des rallongements de délai notamment. On parlera des dépôts et éventuellement des avenants, des nouveaux accords d'intéressement pour cette année, les cas exceptionnels. On va s'attarder un petit peu aussi sur un nouveau cas de déblocage sur le plan d'épargne d'entreprise qui vient d'arriver. Et on fera un petit tour d'horizon des projets qui sont aujourd'hui à l'étude avec différents états d'avancement, trois notamment, dont on parlera un petit peu plus en détail. Et donc, on vous laissera un petit moment pour poser ensuite, pour répondre à vos questions, les questions que vous aurez pu poser. Et enfin, on fera un petit rappel de vos contacts de proximité, donc vos contacts en caisse locale avec leurs coordonnées et les zones géographiques sur lesquelles ils sont situés. Alors, je vais commencer donc par la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la prime PEPA, autrement appelée prime Macron. Alors, cette prime exceptionnelle donc, peut être mise, c'est un petit rappel, après on va voir ce qui a pu changer, peut être mise en place de trois façons, soit par une décision unilatérale de l'employeur, soit par un accord spécifique, ou alors dans le cadre d'un accord d'intéressement. Le contenu de l'accord doit contenir bien sûr le montant de la prime, le cas échéant, l'exclusion des salariés dont la rémunération est supérieure à un certain plafond, et on reviendra en détail sur cette notion de plafond tout à l'heure, les modalités de la modulation entre les bénéficiaires et la date à laquelle est apprécié le critère de présence dans l'entreprise. Donc, l'objectif est de pouvoir prendre en compte donc, la présence effective du salarié en excluant par exemple les salariés en télétravail. On reviendra dessus là aussi tout à l'heure. En ce qui concerne le dépôt, si c'est sous forme d'un accord, bien sûr, les accords doivent être déposés à la directe sur la plateforme de téléprocédure normale. Et les DUE n'ont pas, elles, bien sûr, l'obligation d'être déposées. Alors, une prime PEPA peut être adoptée soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau d'un établissement. Donc, on a mis deux questions-réponses, à savoir, un même employeur peut-il attribuer des montants de primes différentes selon des établissements dont relèvent les salariés, excusez-moi. Et oui, dans ce cas-là, l'accord ou la décision au niveau d'entreprise le prévoit, ou en cas d'accord adopté au niveau d'un établissement. Un employeur peut-il réserver la prime aux salariés dans un seul établissement de l'entreprise? Là aussi, oui. L'employeur n'est pas dans l'obligation d'attribuer la prime à tous les établissements. Il peut attribuer la prime à tous les salariés de l'entreprise ou seulement à ceux relevant d'un ou plusieurs établissements. Et là aussi, c'est mentionné dans la décision unilatérale de l'employeur ou par accord d'établissement. Alors, un petit rappel sur les entreprises éligibles à la prime exonérée. Donc, tous les employeurs de droit privé, donc entreprises, associations, les établissements publics à caractère industriel et commercial, et les établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé.
ils peuvent tous donc verser une prime éligible à l'exonération jusqu'à 1 000 €. C'est ce qui a changé avec le Covid. On pouvait aller jusqu'à 1 000 € à condition cette année d'avoir un accord d'intéressement. Là, jusqu'à 1 000 €, il n'est plus nécessaire d'avoir un accord d'intéressement pour la verser. Où il est nécessaire d'avoir un accord d'intéressement, c'est lorsque je veux verser une prime supérieure à 1 000 €. Je peux donc aller jusqu'à 2 000 €. Le plafond a été relevé pour les entreprises qui auront un accord d'intéressement en place. À noter le cas particulier des ESAT, des associations et des fondations reconnues d'utilité publique, qui, elles, peuvent aller jusqu'à 2 000 € sans présence d'accord d'intéressement. Pour rappel, les bénéficiaires, donc c'est tous les salariés qui sont liés par un contrat de travail à la date à laquelle on apprécie le critère de présence, donc CDI, CDD, temps plein, temps partiel, apprenti, contrat de professionnalisation, etc. Les intérimaires aussi, qui sont mis à disposition dans l'entreprise, les agents publics, contractuels de droit public ou fonctionnaires, et y compris le mandataire social s'il est titulaire d'un contrat de travail. Peut-on exclure certains salariés? On en a parlé tout à l'heure. Oui, mais selon 3 critères et pas d'autres. On peut exclure les salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond. Alors, pour rappel, le plafond maximum autorisé pour toucher la prime PEPA, c'est 3 SMIC. On vous a remis en bas le montant, 4 618. C'est-à-dire qu'au-delà de cette rémunération-là, je ne suis pas de toute façon éligible à la prime PEPA. Alors oui, pardon, Cécile me reprend et elle crie bien. Je suis éligible, mais elle ne sera pas exonérée. Donc, pour bénéficier des exonérations, effectivement, il faut que mon salaire soit inférieur à 3 SMIC. Maintenant, je peux très bien, dans ma DE, dans mon accord, décider que ce plafond, je le mets plus bas. Voilà, tout simplement. Je peux exclure aussi les salariés qui sont non liés à l'entreprise ou à l'établissement à la date de laquelle est apprécié le critère de présence. Effectivement, si à la date à laquelle je choisis de la verser, enfin, où j'apprécie mon critère de présence, le salarié n'est pas là, il n'est pas éligible à la prime. Et ça, c'est nouveau aussi, c'est lié aussi forcément à cette fameuse épidémie de Covid-19, c'est que je vais pouvoir exclure certains salariés en fonction de critères liés au Covid-19. Là-dessus, on pourrait vous donner un exemple, je ne sais pas, par exemple, un directeur de supermarché qui dirait « je verse la prime PEPA uniquement à mes caissières parce qu'elles étaient en contact avec la clientèle lors de l'épidémie, alors que les personnes dans les bureaux ne l'étaient pas. » Notre entreprise pourrait très bien dire je verse la prime à ceux qui étaient présents dans les locaux et je ne la verse pas à ceux qui étaient en télétravail. Voilà. Ça, c'est une nouveauté liée au Covid-19. Ça peut permettre donc d'exclure certains salariés de la prime. Maintenant, hors de ces 3 critères, pardon, aucun autre critère ne peut être retenu pour exclure un salarié. Alors, je vois juste une question, j'en profite, c'est est-ce qu'on aura une copie de la présentation? Bien sûr, vous aurez une copie de la présentation, j'en profite pour le dire. J'aurais peut-être pu vous le dire au départ. Et vous aurez aussi un lien qui vous permettra d'aller revoir le webinaire. Alors, un petit rappel, là aussi, les dates ont changé. La prime exceptionnelle devait être versée avant le 30 juin cette année. Covid étant passé par là, on a repoussé ces délais. Donc, aujourd'hui, la prime doit être versée au plus tard le 31 août 2020. Une entreprise peut très bien pouvoir la verser en plusieurs fois, mais la dernière échéance devra être avant le 31 août 2020. Et il faut que l'accord ou la DUE prévoie les échéances. Par contre, si je la verse en plusieurs fois, il est bien évident que je dois garder les mêmes critères d'attribution pour tous les versements. Je ne peux pas dire tel montant de la prime sera versé en fonction de tel critère et ensuite un autre montant sera versé en fonction d'autres critères. Ça, c'est pas possible. Il y a quand même une petite particularité pour les entreprises qui ont déjà versé une prime exceptionnelle dans la version antérieure, donc avant le 1er avril 2020. Ces entreprises pourront faire un complément, si elles le souhaitent, en faisant un avenant à la convention ou à la DUE, et avec des critères d'attribution qui, là, pourront être différents. Mais on parle des entreprises qui auraient versé déjà une prime PEPA avant le 1er avril 2020. Alors, pour ce qui est de la condition de l'accord d'intéressement pour pouvoir verser une prime supérieure à 1 000 € et donc inférieure à 2 000, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu à la date de versement de la prime. On parle bien de conclusion de l'accord, on ne parle pas de dépôt de l'accord. Le dépôt, lui, pourra être réalisé postérieurement au versement de la prime. Cependant, il doit être effectué dans les 15 jours qui suivent la date limite de conclusion.
La prime exceptionnelle, on précise, bénéficie d'exonération que si l'accord d'intéressement est déposé dans les délais légaux. Elle pourrait très bien être requalifiée si l'accord d'intéressement n'était pas déposé dans les accords dans les 15 jours. Alors, un cas particulier, c'est les entreprises qui étaient couvertes par un accord d'intéressement jusqu'à la fin 2019. Donc, il y avait un accord d'intéressement qui se terminait au 31 décembre 2019. Elles pourraient très bien décider de verser la prime avant la date de conclusion d'un nouvel accord ou du renouvellement de l'accord. Simplement, il faut qu'il y ait des négociations engagées dans l'entreprise en vue de renouveler cet accord. Et bien sûr, l'exonération sera sous réserve qu'un accord soit bien conclu et déposé dans les conditions et les délais prévus par la loi qu'on vient de voir donc sur la diapositive précédente. Mais là, pas besoin que l'accord soit reconduit pour verser la prime. Simplement, on veillera bien sûr à ce que par la suite, cet accord ait bien été renouvelé et déposé. Pour ce qui est des questions, j'ai répondu une rapidement sur le support. Vous inquiétez pas, on est en train de les noter et Cécile vous fera les réponses aux questions à la fin de la présentation. Un cas particulier, quand la prime d'intéressement calculée au titre de l'exercice est nulle, que se passe-t-il? J'ai envie de dire pour la prime exceptionnelle de participation, de pouvoir d'achat, excusez-moi, ça n'a pas d'incidence. Elle conserve ses exonérations. Peu importe si l'accord d'intéressement n'a pas donné de résultat, l'idée c'est qu'il y ait un accord d'intéressement. C'est ce qui permet l'exonération. Et si jamais cet accord d'intéressement venait être retoqué par l'URSSAF, qui requalifie la prime d'intéressement en salaire, l'URSSAF ne requalifiera que la prime d'intéressement. Elle ne pourra pas revenir sur les exonérations de la prime exceptionnelle. Donc, il y a quand même une certaine sécurité là-dessus pour les entreprises qui mettraient en place un accord pour pouvoir verser la prime. On garde bien sûr un principe de non-substitution de la prime exceptionnelle. Concrètement, la prime ne peut pas se substituer à une augmentation salariale ou à une prime conventionnelle qui est prévue par la convention collective. Et aucun élément de rémunération prévu donc dans l'entreprise en vertu des usages en vigueur ou devenu obligatoire en vertu des règles légales et contractuelles. Donc, je ne substitue pas ma prime ma prime PEPA à une prime déjà existante dans l'entreprise. Alors oui, j'ai noté la part de la prime exceptionnelle supérieure à la prime substituée au titre de l'année précédente bénéficie des exonérations. Je vais vous prendre un exemple. J'avais l'habitude de verser une prime de 500 € à mes salariés. Je ne la verse pas et je la substitue par une prime PEPA qui serait d'un montant de 1 000 €, par exemple. Si j'étais requalifié pour substitution, je serais requalifié sur les 500 € que représentait mon ancienne prime, mais les 500 € au-delà ne seraient pas, eux, requalifiés et continueraient à bénéficier des exonérations. Pour rappel, les exonérations de la prime PEPA, c'est des exonérations totales, aucune charge pour l'employeur, aucune charge pour le salarié, même pas de CSG-CRDS. Et bien sûr, pas d'imposition. On pourrait très bien aussi imaginer une socialisation des primes de pouvoir d'achat dans l'accord d'intéressement. Un accord d'intéressement pourrait très bien prévoir que les primes viennent s'imputer sur le montant de la prime d'intéressement. Je peux prévoir dans mon accord que ma prime d'intéressement sera sous déduction de la prime de pouvoir d'achat déjà versée. Par contre, il faut vraiment que l'accord le prévoie. Sinon, cette prime ne pourra pas s'imputer sur la prime d'intéressement. J'en ai fini avec la prime PEPA. Je vais passer au versement des primes d'intéressement et de participation pour 2020, qui a changé donc avec le Covid. On a un report de la date limite de versement de cette participation et de l'intéressement. Concrètement, une entreprise donc, qui habituellement doit verser sa prime au plus tard le dernier jour du 5e mois qui suit la clôture, donc on va dire au plus tard à la fin mai pour une entreprise qui clôture au 31 décembre. Là, ces entreprises-là auront jusqu'au 31 décembre pour verser la prime. Ce qui veut dire qu'on aura donc une date limite d'envoi des avis d'option aux salariés, puisqu'ils ont 15 jours, c'est les 15 jours légaux qu'ils ont pour répondre au fait de savoir s'ils veulent placer leur prime ou la percevoir. Donc, ça fait une date limite d'envoi des bulletins plus tard le 15 décembre pour une date limite de versement le 31 décembre. À savoir que, bien sûr, si elle n'est pas versée au 31 décembre, à partir du 1er janvier 2021, à ce moment-là, ce seront les intérêts de retard qui courront sur le montant de la prime. Report de la date de limite de versement de la participation et d'intéressement toujours.
Alors, prise d'effet de l'indisponibilité de sommes placées dans le PE est inchangée. Effectivement, aujourd'hui, si on prend le cas normal, si on avait été dans un cadre normal, je perçois ma prime au mois de mai 2020. Mes primes ne seront disponibles que 5 ans après, à savoir au mois de juin 2025. Là, même si elles étaient versées au mois de décembre 2020, elles seront toujours disponibles le 1er juin 2025, ce qui pourrait faire un blocage un peu réduit de 4 ans et demi, en fin de compte, si on poussait au bout du bout et d'aller jusqu'au versement de la prime le 30 ou le 31 décembre. Il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de faire un avenant à son accord concernant le report de versement, mais par contre, il a une obligation à minima, par mail de préciser la nouvelle date de versement ou d'investissement à ses salariés, mais pas de nécessité de faire un avenant. Bien sûr, le traitement doit être le même pour tous les bénéficiaires. Hors de question de dire je verse en juin à certains et en décembre à d'autres. C'est la même date pour tout le monde. Et il est possible donc de prévoir effectivement un paiement immédiat, un an d'investissement dans les plans. C'est-à-dire que je pourrais très bien imaginer que le paiement immédiat pour ceux qui choisissent de percevoir la prime soit un petit peu plus tôt que l'investissement dans les plans pour ceux qui souhaitent investir sur leur plan d'épargne d'entreprise. Alors, un impact sur les périodes d'absence, et on a eu pas mal de questions sur ce dossier-là, à savoir, quand j'ai un accord d'intéressement qui est réparti, enfin lorsque la prime est répartie en prenant en compte le temps de présence, qu'est-ce que je vais pouvoir inclure ou qu'est-ce que je vais pouvoir sortir de ce temps de présence par rapport aux absences liées au Covid? Alors, le législateur est assez clair sur le sujet, à savoir que pour ce qui est du chômage partiel, il est prévu que cette période chômée ne doit pas avoir d'impact sur le temps de présence ni sur les salaires pris en compte pour le calcul de la répartition. Concrètement, j'ai eu des salariés qui étaient en chômage partiel. Je dois les compter comme présents dans le temps de présence pour le calcul et je dois reconstituer le salaire qu'ils auraient touché s'ils avaient été présents. Donc, aucune incidence sur le salaire ni sur le temps de présence. Pour ce qui concerne l'arrêt maladie ou la garde d'enfants, là, on laisse le choix à l'entreprise de dire je tiens compte de ces absences ou je n'en tiens pas compte. Si je décide de ne pas en tenir compte, c'est-à-dire de considérer ces salariés comme présents, même pendant ces périodes, je dois par contre faire un avenant à mon accord et ça, c'est assez important. L'administration a quand même une logique et je vous l'ai mis un petit peu plus bas. Pour elle, il lui semble normal que toutes les situations liées à la crise sanitaire qui affectent les salariés soient traitées équitablement, conformément à un caractère collectif d'un dispositif d'intéressement et de participation, à savoir essayer de ne pas être discriminatoire. Maintenant, elle laisse vraiment sur le chômage partiel pas le choix, mais sur l'arrêt maladie, la garde d'enfants ou les cas de quarantaine, là, c'est au libre choix de l'entreprise. Pensez à faire l'avenant simplement si l'employeur souhaite que ce soit considéré comme du temps de présence effective. Alors, pour ce qui est des mises en place des accords d'intéressement pour cette année, alors j'ai mis mise en place ou avenant, il y a des nouvelles conditions d'application. Elles ne concernent uniquement que l'intéressement, pas la participation. Et elles concernent le report de la date limite de mise en place et la possibilité de réduire la durée de l'accord d'intéressement. Alors, le report de la date de mise en place, ça, c'est lié au Covid. La possibilité de réduire la durée de l'accord, c'était déjà prévu avant le Covid. C'était déjà applicable depuis le début de l'année. Alors, bien sûr, elle s'applique même si l'entreprise ne met pas en place de prime PEPA, c'est totalement décorrélé. Donc, on va voir les deux dans le détail. Donc, aujourd'hui, un accord d'intéressement, on a une date limite et unique de conclusion qui est le 31 août 2020. C'est-à-dire que tous les accords qui auraient dû être conclus au plus tard entre le 1er janvier et le 31 août 2020 peuvent être décalés jusqu'au 31 août 2020. Donc concrètement, si on prend le cas classique d'une entreprise qui clôturait au 31 décembre 2019, elle avait jusqu'au 30 juin pour mettre en place son accord ou l'avenanter. Là, elle a jusqu'au 31 août. Maintenant, prenons le cas d'une entreprise qui clôturait en septembre 2019. Elle avait donc au 30 septembre, elle avait donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 6 mois pour conclure. Elle devait conclure avant le 31 mars. Elle aussi est concernée et elle pourra conclure jusqu'au 31 août.
Par contre, une entreprise qui avait une clôture sur 2019, une date limite de conclusion sur 2019, on va prendre le cas d'une entreprise qui clôturait au 30 juin 2019, elle devait re-signer son accord ou signer un accord avant le 31 décembre 2019, elle n'est pas concernée par le report. Et là, on parle bien de nouvel accord ou de renouvellement ou d'avenant à un accord. Et quelle que soit surtout la période de calcul, même si on est sur un calcul trimestriel ou semestriel, on peut très bien bénéficier de ce report. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui qui a une clôture au 31 décembre 2019, qui a un accord trimestriel, qui voudrait le signer cette année, pourrait très bien le signer le 31 août avec un retour sur les 2 premiers trimestres de 2020. Réduction de l'accord, donc ça, de la durée de l'accord. Donc jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, les accords pouvaient être conclus pour une durée minimum de 3 ans. Là, le législateur laisse la possibilité de conclure des accords dont la durée peut être réduite à 1 an. Ça, c'était avant Covid. C'est spécifique à cette année 2020. Ce n'est pas une règle pour les années à venir. Pour l'instant, en tout cas, c'est juste une règle pour 2020. Donc, je peux très bien choisir de faire un accord sur 1 an, sur 2 ans ou sur 3 ans. Donc, on pourrait très bien imaginer, à l'extrême, une entreprise qui clôture, mettons qu'il y aurait une clôture le 31 août 2019, sa clôture comptable. Elle pourrait très bien mettre un accord en place avant le 31 août 2020, même au plus tard le 31 août 2020, et uniquement sur 1 an. Donc, ça veut dire le dernier jour du seul exercice concerné. Voilà. Il y a eu un assouplissement des modalités de signature des accords aussi pendant cette période qui a été un petit peu délicate, tant en présence des salariés qu'en acheminement de courrier. Donc, on offre, le législateur offre la possibilité de signer des accords par signature électronique. Donc, aujourd'hui, on a des prestataires qui proposent ces services. Alors, c'est des services payants, bien sûr. On a noté des tarifs entre 20 et 50 euros par utilisateur. Voilà, donc ça, c'est une première possibilité. On a une particularité, nous, en épargne salariale, c'est qu'on pratique beaucoup ce qu'on appelle la ratification à la majorité des 2 tiers. Et là, on pourrait très bien imaginer que plutôt que d'avoir une liste de ratification signée par les salariés, on a un envoi de mail à chacun des salariés qui ferait un retour par mail pour adresser sa réponse de façon explicite. Et effectivement, au lieu de déposer la liste de ratification en même temps que l'accord, ce qu'on déposerait, c'est l'ensemble des messages des salariés, des retours de mail en pièce jointe à l'accord. Ça remplacerait la liste de ratification. Mais on précise que les salariés, bien sûr, en activité partielle, peuvent eux aussi participer à cette consultation. Et alors, on a une nouveauté qui est très, très récente, puisqu'elle est datée du 17 juin. Enfin, c'est une loi du 17 juin publiée au journal officiel le 18. Désormais, dans les entreprises de moins de 11 salariés, donc jusqu'à 10, où il n'y a pas de délégué syndical ou de membre élu, de délégation de personnel, de comité social et économique, on pourra mettre en place un accord d'intéressement par décision unilatérale. Là aussi, la durée de l'accord doit être comprise entre 1 et 3 ans. Et la condition sine qua non, c'est qu'il n'y ait eu aucun accord d'intéressement applicable dans l'entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d'effet. Mais ça sera tout à fait possible et l'entreprise doit informer, bien sûr, comme à chaque fois qu'il y a une décision unilatérale, quel que soit le domaine, santé, prévoyance, retraite, elle doit informer les salariés par tous les moyens. Aujourd'hui, on sait que là, on ne parle que d'accord d'intéressement. Il n'est toujours pas possible aujourd'hui de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise via décision unilatérale. Par contre, on sait que il existe un projet justement pour qu'on puisse éventuellement demain mettre sur ces TPE des plans d'épargne d'entreprise, eux aussi par décision unilatérale. On attend aujourd'hui les modalités pratiques pour la mise en œuvre. J'en ai fini avec les accords d'intéressement et de participation. On va passer à un nouveau cas de déblocage sur le PE qui là aussi est très récent puisqu'il date d'il y a une quinzaine de jours. Donc, outre tous les cas de déblocage qu'on connaissait pendant la durée de blocage des fonds de 5 ans, vient s'ajouter un 10e cas de déblocage qui est un cas de déblocage pour violence conjugale. Donc, effectivement, une personne qui se retrouvait dans cette situation pourrait très bien débloquer les avoirs de son PE, sans imposition, bien sûr, dans un cas de déblocage légal. Il n'y a pas de délai de 6 mois pour faire la demande. Le législateur
constate qu'au-delà des besoins financiers donc, qui peuvent apparaître à ce délai relativement court, l'absence de ce délai s'explique aussi par la complexité juridique induite par les situations de violence conjugale, notamment dans le cadre d'une procédure pénale. Donc, ça peut être très long. Donc, effectivement, il n'y a pas de délai. Voilà, le fait générateur, ce sera l'obtention des pièces justificatives. Et ces pièces justificatives, c'est quoi? C'est soit l'attestation de procédure pénale qui est délivrée par le procureur de la République, donc à la demande du salarié en question, ou soit une copie du dispositif de l'ordonnance délivrée par le juge aux affaires familiales si on est dans le cadre d'une procédure civile. Voilà, et ce nouveau cas est effectif dès maintenant. Alors, avant vos questions, on va terminer par les projets aujourd'hui à l'étude en épargne et retraite d'entreprise. Et je vais faire une petite entorse à l'épargne salariale puisque je vais parler de retraite juste après. On entend parler d'un nouveau cas de déblocage anticipé qui pourrait arriver suite au Covid-19, qui pourrait être un déblocage là aussi un déblocage exceptionnel des avoirs du plan d'épargne d'entreprise, du PE. Ça pourrait être lié, on pourrait appeler ça un cas de déblocage un peu écolo, ça pourrait être lié à l'achat d'une voiture hybride, à des travaux d'isolation, à des travaux énergétiques dans la maison. Alors après, c'est en discussion. Le Trésor, comme vous l'avez marqué, n'est pas très convaincu. On a déjà eu des cas de déblocage sous la présidence Sarkozy, sous la présidence Hollande, qui n'ont pas forcément relancé la croissance ni la consommation. Ça a surtout permis d'alimenter les contrats d'assurance vie ou l'achat de produits étrangers. Ça, c'est la position du Trésor. Maintenant, on a une position politique, celle de Bruno Le Maire, qui lui est plutôt favorable à la mise en place de ce cas de déblocage pour soutenir le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, ce cas est en discussion. Il n'est toujours pas validé. On ne connaît pas non plus le contenu exact, mais ça pourrait arriver dans les semaines ou les mois qui viennent. C'est là que je fais ma petite entorse à l'épargne salariale et où je vais vous parler plus de retraite, dite retraite Madelin. Dans le projet de loi de finances rectificative pour 2020, qui n'a pas encore été voté définitivement et qui est d'ailleurs à l'Assemblée, en discussion à l'Assemblée en ce moment, on pourrait, il y a un article 4 qui autoriserait de façon exceptionnelle et temporaire le déblocage d'une partie de l'épargne retraite des travailleurs non salariés. Alors, les conditions pour en bénéficier, c'est quoi? C'est bien sûr déjà être travailleur non salarié et être ou avoir été bénéficiaire du Fonds de solidarité, qui a été créé pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Donc, je suis travailleur non salarié, j'ai bénéficié ou je bénéficie de ce fonds, je suis éligible au dispositif. Quels sont les contrats sur lesquels je pourrais retirer des sommes? Ce sont les contrats, ce qu'on appelle les contrats de retraite Madelin ou Madelin agricole lorsqu'on est dans le domaine agricole, ou les nouveaux contrats qui prennent le relais depuis la loi Pacte et qui prennent le relais du Madelin et qu'on va appeler les PER individuels, les PERIN. Voilà, vous avez peut-être déjà entendu le terme. Donc, ce sont ces contrats qui ne sont concernés. En aucun cas, le PERCOL, aujourd'hui, le plan d'épargne retraite collectif, qui est le successeur du PERCO, n'est concerné. Le montant maximum, et là je vais faire un petit aparté parce qu'il y a eu des nouveautés hier, mais le montant maximum, ce serait 2 000 €. Et quel que soit le nombre de contrats, c'est une enveloppe globale. Même si j'ai plusieurs contrats Madelin, je ne pourrais retirer que 2 000 € au total. Et je sais que hier, un amendement a été déposé par des députés de La République En Marche, je crois, pour porter ce plafond à 8 000 € au lieu de 2 000. Donc, alors, toujours pareil, comme c'est en discussion à l'Assemblée, ce n'est pas définitif. On verra quel sera le plafond retenu. Précision, fiscalement, je ne paye pas d'impôt sur la somme que je rachète. Par contre, je suis quand même soumis aux prélèvements sociaux. Pour rappel, sur un contrat Madelin, 10,1% et puis sur un contrat PER individuel, 17,2%. Voilà, donc je paye uniquement les prélèvements sociaux. Et les modalités, simplement, le demandeur fait sa demande de rachat avant le 15 novembre, puisque c'est un cas de déblocage temporaire, accompagné d'une déclaration sur l'honneur comme quoi il est bien bénéficiaire ou a été bénéficiaire du Fonds de solidarité. Et à compter de la réception complète donc, de la demande, l'assureur ou le gestionnaire doit verser les sommes dans un délai qui ne peut pas excéder 1 mois. Donc là, on est vraiment sur une loi de finances rectificative. C'est un article de cette loi. Je pense que ça peut être aménagé. On a vu l'histoire du plafond qui pourrait passer de 2 000 à 8 000, mais on va vers ce cas de déblocage pour les travailleurs non salariés. Et enfin, dernier sujet dont on voulait vous parler, vous en avez peut-être entendu parler ces derniers temps sur les chaînes info ou sur la presse économique. On parle aujourd'hui, là aussi, ça vient, je crois, de La République En Marche,
l'idée aujourd'hui, bon, la participation elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50. Hein, depuis la loi Pacte, on précise quand même que le seuil de 50 salariés est apprécié sur 5 années consécutives. Donc, il faut avoir franchi ce seuil pendant 5 années consécutives pour être assujetti à la participation à compter de la 6e année. Et puis, bien sûr, les entreprises de moins de 50 salariés pouvaient très bien faire une participation de manière volontaire, ce qu'on appelle un accord de participation volontaire. Ça, c'est le cas de figure aujourd'hui. Donc, l'idée des députés qui souhaitent déposer ce projet de loi, c'est de rendre la participation aux bénéfices obligatoire dans toutes les entreprises sans notion d'effectif. Alors, c'est un grand chambardement. Ça nécessitera sûrement, si ça voit le jour, des adaptations des formules de calcul notamment, qui datent maintenant un petit peu, qui ne seront pas forcément applicables ou qui pourraient mettre en danger la trésorerie de certaines très petites entreprises. Donc là encore, le projet n'est pas déposé, donc on attend que ce projet soit déposé et on n'a non plus aucune certitude, parce que ça divise quand même beaucoup, aucune certitude quant à son adoption. On reviendra vers vous, bien sûr, quand on aura du nouveau sur les 3 points que je viens de citer, à savoir un nouveau cas de déblocage PE, la participation obligatoire dans toutes les entreprises et le cas de déblocage qui, lui, est le plus certain des 3, j'ai envie de dire, enfin le plus avancé des 3, le cas de déblocage de la retraite madame pour les travailleurs non salariés. J'en ai fini pour la présentation. J'ai tenu à peu près le timing d'une demi-heure qui m'était impartie. On va passer à vos questions. Alors, attendez 2 petites secondes. Juste, je voulais rajouter un petit point sur la participation. Écoutez, moi j'en ai fini pour ma partie présentation. Je reviendrai tout à l'heure pour vous représenter les référents locaux de Groupama Doc. Je laisse Cécile prendre la main. Et donc, elle a une précision à faire. Et ensuite, elle va répondre aux questions que vous avez toutes posées. Je vois qu'il y en a eu pas mal. Donc oui, juste pour vous préciser au niveau de la participation obligatoire, que donc dans ce projet-là, il y a aussi des projets pour que les entreprises qui ont mis en place un intéressement puissent être exonérées de cette obligation. Donc du coup, d'où l'intérêt de se pencher sur l'intéressement pour éviter aux entreprises d'être soumises à cette obligation qui pourrait être pas forcément favorable à toutes les entreprises. Donc voilà, donc c'était pour souligner aussi ce point qu'on souhaitait vous prévenir de ce projet de loi. Après, au niveau des questions, donc première question, c'était est-ce que les conditions, enfin, est-ce que les modalités qu'on vous a présentées sont applicables uniquement pour 2020 ou elles sont définitives? Donc, la question a été posée au moment de la présentation PEPA. Donc, au niveau de la présentation PEPA, c'est des modalités qui sont valables uniquement pour 2020, puisque la prime PEPA, elle est reconduite chaque année, mais c'est une nouvelle loi à chaque fois. Donc, ça ne vaut que pour l'année 2020. En ce qui concerne l'intéressement, le report de la date pour la mise en place au 31 août 2020 et le report du versement jusqu'à la fin de l'année, c'est uniquement pour 2020. Donc, dès 2021, les mises en place d'accords d'intéressement reprennent le cadre de la loi classique, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place un accord d'intéressement dans les 6 premiers mois de l'exercice, quand c'est un exercice annuel, ou dans la première moitié de l'exercice de calcul, quand c'est des exercices trimestriels, semestriels, infra-annuels. Et le versement doit avoir lieu avant le 1er jour du 6e mois, quand c'est un exercice civil, avant le 1er jour. Voilà. Donc après, on nous a posé comme question, est-ce qu'on a des accords types, notamment au niveau de la décision unilatérale de la prime PEPA? Alors là, on a bien sûr un accord type, mais c'est pas de l'épargne salariale, donc on transmet en fait un accord type rédigé par un avocat. Et par contre, au niveau de l'épargne salariale, donc là, on a bien sûr des accords types, mais aussi on a tout un kit de mise en place pour accompagner les entreprises à la mise en place d'accords d'intéressement. Les équipes de Groupama OC sont tout à fait à même d'accompagner les entreprises pour cette mise en place. Mais après, on s'adapte. Donc, les équipes s'adaptent en fonction de ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez, vous, mettre en place l'accord? On vous donne tous les éléments et vous mettez en place l'accord et vous pouvez facturer cette mise en place. Donc, voilà, on est partenaire, on vous donne tous les éléments. Et, ou alors, voilà, on fait la mise en place nous, pour vos clients. C'est au choix de ce que vous souhaitez. Et bien sûr, après, cette mise en place d'accord d'intéressement s'accompagne de la mise en place d'un réceptacle, donc soit un PEI
IPEE ou un PERCO-I ou PERCO. Enfin, maintenant, c'est le PER collectif. C'est le PER collectif qui se met en place chez nos clients. Voilà. Donc, ça, c'était les questions que vous avez posées. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'ai pas d'autres questions sur le chat. On va considérer que s'il n'y a pas de questions, c'est que ça a été clair. Donc, c'est plutôt rassurant. Simplement, je voulais voilà, vous représenter vos contacts de proximité. Alors, je sais qu'ils nous écoutent et qui sont présents, donc j'en profite pour les saluer. Les 3 référents qui sont à vos côtés sur le territoire de la caisse régionale Groupama Doc, que sont Cyril Couder, donc présent sur l'Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Philippe Roch, qui lui exerce dans l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, le Lot et la Lozère. Et Rémi Labarsouk, qui lui est le landais de l'équipe, puisqu'il exerce sur le Gers, les Landes, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. N'hésitez pas à les solliciter selon les demandes de vos clients ou vos propres demandes à vous d'ailleurs pour votre cabinet. Voilà, ils seront largement à même de répondre à vos questions et de vous aider dans vos démarches. Voilà. Revenez vers eux pour récupérer, de toute façon, ils reviendront vers vous pour vous envoyer le lien qui vous permettra de voir le webinaire en replay ou de le faire passer à quelqu'un qui n'aurait pas pu éventuellement assister à la présentation de ce matin. Et ils vous feront aussi passer le support de présentation qu'on vous a proposé ce matin. Donc, nous avons une dernière petite question. La loi prévoit une éventuelle obligation de participation, mais n'y a-t-il pas des solutions volontaires? Oui, comme vous l'a dit Thierry tout à l'heure, la participation, c'est obligatoire à partir de 50 salariés, mais l'entreprise peut tout à fait, si elle le souhaite, mettre de manière volontaire la participation dans son entreprise. D'ailleurs, notre type de souscription prévoit la participation volontaire sans avoir à faire un accord d'entreprise. Notre plan d'épargne interentreprise prévoit cette possibilité de verser la participation volontaire et de la mettre en place sans avoir un accord. Donc, le kit de souscription prévoit déjà cette solution. Ce qui simplifie énormément les formalités de dépôt ou les rédactions d'accords. L'accord de participation étant déjà déposé, c'est une page à remplir avec 4 ou 5 cases à cocher et c'est réglé. Écoutez, s'il n'y a plus de questions et je n'en vois plus, on a respecté le timing, on a fait même mieux que respecter le timing puisqu'on a gagné 5 minutes. On vous remercie, enfin Groupama Doc et Cécile et moi au nom de Groupama Épargne Salariale, on vous remercie pour votre présence de ce matin. On vous souhaite une bonne reprise d'activité, de bonnes vacances, parce qu'il ne va quand même pas falloir les oublier, on y arrive bientôt, même si elles seront peut-être plus courtes que d'habitude. Et en attendant, merci beaucoup pour votre présence et bonne journée. Au revoir. Bonne journée.